À tous, merci d'être ici aujourd'hui avec nous à Sciences Po Lille. Alors, je me permets de me présenter dans un premier temps. Je m'appelle Yasmine Oukas, je suis étudiante à Sciences Po Lille et je suis également coprésidente de l'association Maïden. Donc, l'association Maïden, alors je la présente pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. C'est une action de promotion de la culture du monde arabe. Et donc, on organise souvent des conférences, des expositions, des événements au sein de l'IEP de Lille. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Antoine Lejean. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Lejean, responsable du pôle conférence à Maïdan. Et donc on est heureux, ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence de rentrée avec notre invité. Bienvenue Elodie Bouffard. Et donc maintenant je laisse la parole à Yasmine. C'est ça exactement. Donc aujourd'hui, comme Antoine l'a dit, on a l'honneur d'accueillir Elodie Bouffard. Donc encore une fois, bienvenue à vous Elodie Bouffard. Je me permets également de vous présenter. Donc vous êtes chargée de collection et d'exposition à l'Institut du monde arabe de Paris depuis plus de 16 ans maintenant. Et vous intervenez aujourd'hui en tant que responsable et surtout commissaire de l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire, qui a lieu actuellement à l'Institut du monde arabe de Paris jusqu'au normalement 2 novembre 2025. Et donc vous êtes aujourd'hui invité ici à Sciences Po Lille. Et c'est surtout en fait pour nous parler de l'objet finalement de cette exposition qui, je le rappelle, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la visiter, met en scène une centaine de pièces archéologiques en provenance donc de Gaza. Alors pour ouvrir dans un premier temps cette conférence, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour revenir sur le contexte de cette exposition. Donc, Trésors sauvés de Gaza, c'est le titre de cette conférence mais aussi de cette exposition. Exposition qui est donc un projet qui met en scène une centaine de pièces, comme on l'a dit, qui sont en provenance de Gaza, mais c'est surtout un projet qui s'est construit dans un contexte très particulier, puisque ces pièces en fait, sont conservées depuis 2007 au Musée d'art et d'histoire de Genève, ce qui a donc nécessité un travail important de partenariat, de transport, mais aussi de conservation avant de pouvoir être finalement exposé ici à Paris à l'Institut du monde arabe. Et donc je tiens également à notifier que cette conférence prend place également dans un contexte particulièrement, disons, lourd, puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir, mais hier, une commission d'enquête de l'ONU a reconnu les événements en cours à Gaza comme étant de l'ordre d'un génocide. Et donc ce qui rend d'autant plus nécessaire finalement de réfléchir à la question du patrimoine et ce qu'implique finalement sa destruction. Alors, il faut peut-être également rappeler que c'est une exposition qui s'inscrit également dans une continuité, puisque l'Institut du monde arabe a déjà consacré des expositions sur Gaza, une première en 2000, une deuxième donc en 2015, et puis maintenant la troisième en 2025. Alors, Elodie Bouffard, j'en viens enfin à ma question. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que ce projet a vu le jour? Pourquoi est-ce qu'il se déploie aujourd'hui en France? Et en quoi finalement cette exposition se distingue-t-elle des précédentes? Merci beaucoup pour l'accueil et pour m'avoir invité. Alors, donc, le projet d'exposition, qui est devenu donc une exposition, a pris corps en octobre 2024. Donc, en octobre 2024, nous étions en train de travailler à l'Institut du monde arabe sur une grande exposition sur la cité plurimillénaire de Byblos. Donc Byblos, c'est une grande cité du Liban qui date de l'âge du bronze, et je vais faire un raccourci malheureux, mais en gros, sans les cèdres du Liban, il n'y aurait pas eu de pyramide en Égypte. Donc c'était un peu ce qu'on allait raconter. Et c'est à ce moment-là où il y a eu les bombardements sur Beyrouth et les vipeurs, et ensuite l'incapacité tout simplement de pouvoir envisager une exposition à Paris alors que nos collègues ne pouvaient plus aller travailler, voire même penser à se rendre du musée à chez eux sans encombre, voire même sans avoir peur d'une atteinte à leur vie. Donc il était un peu complètement insensé pour nous d'envisager de continuer sur ce projet qui devait ouvrir en novembre. Et la décision qui a été prise en discussion avec nos collègues libanais, je tiens vraiment à le dire, puisque c'est un projet qui se monte à deux, avec la Direction générale des antiquités du Liban et avec l'Institut du monde arabe. Donc la décision s'est prise ensemble de ne pas annuler le projet, mais de l'ajourner
en attendant que nous soyons en mesure de la monter. Donc, nous essayons de la faire pour mars qui arrive. Je ne vous cache pas que ce n'est pas encore gagné, mais on est toujours dessus. Suite à cette annulation, en fait, on avait fermé peu de temps avant l'exposition qui s'appelait Ce que la Palestine apporte au monde, voilà, qui avait été présentée pendant près de 10 mois à l'Institut du monde arabe et qui était vraiment dédiée à la création palestinienne, on va dire plutôt contemporaine. Et très rapidement, en fait, on s'est posé la question, même si bon, moi je suis travailleuse d'exposition et l'Institut du monde arabe, c'est un institut. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a des conférences, il y a le cinéma, il y a une immense bibliothèque. En fait, il y a de quoi apporter de la connaissance et des espaces de réflexion sur ce qui se passait maintenant de façon complètement régionale. Mais c'est vrai que les expositions, c'est quand même quelque chose qui apporte une certaine visibilité et qui appuie quelque chose dans le temps. Parce que tout d'un coup, vous avez une programmation qui va durer plusieurs mois, donc ça assoit quelque chose. Et donc, il était vraiment important pour nous de répondre dans ce que nous savons faire, voilà. C'est-à-dire parler de culture, de patrimoine, d'histoire, à un peu un bilan douloureux que tout le monde était en train de faire, c'est-à-dire que toute la zone était en train de s'embraser et que finalement, on était complètement happé par cette contemporanéité et on occultait tout un savoir qu'on devrait avoir sur la région en fait. Et ce qui s'est posé littéralement, c'est que en fait, à cause de cette guerre, il y avait des œuvres archéologie patrimoniales qui pouvaient raconter et apporter du savoir sur la région qui étaient coincées. Voilà. Et en fait, finalement, on savait depuis bien longtemps, parce que c'est une collection qu'on connaît bien, on savait qu'en même temps, à cause de cette même guerre, il y avait des œuvres qui depuis 17 ans étaient en fait bloquées en Europe, ne pouvaient pas rentrer. Voilà. Et dans les deux cas, en fait, à chaque fois, c'était une incapacité en fait, de parler d'histoire, d'apporter d'autres éclairages et de donner des éléments de connaissance pour chacun en tout cas. Et donc c'est ce parallèle-là, cet empêchement pour des œuvres libanaises de venir en France et parallèlement cet empêchement d'œuvres de Gaza de rentrer tout simplement en Palestine, que le parallèle s'est fait et où on a décidé de façon un peu empressée et urgente d'appeler un musée qu'on connaît bien qui est le musée d'art et d'histoire de Genève et appeler aussi des gens qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'ambassadrice de Palestine en France pour voir ce qui pouvait être envisagé très rapidement et comment on pourrait peut-être monter une exposition qui permettrait de raconter une histoire qui était complètement occultée et de remettre en lumière un patrimoine qui était oublié et complètement invisibilisé pour permettre en tout cas au public de comprendre aussi une autre facette de l'histoire, une autre facette de ce territoire, de comprendre pourquoi Gaza, voilà, et qu'est-ce que ça représente en réalité Gaza depuis des millénaires. Et voilà, et comprendre qu'effectivement les drames qui embrasaient la région depuis quelques décennies en fait avaient pris aussi tellement de place qu'on était incapable de repenser une historicité sur certains territoires. Et en refusant une histoire sur ces territoires, en fait, c'est encore les essentialiser, en fait. Et c'est malheureusement participer quelque part à des solutions trop faciles qui pourraient s'imposer. Voilà. Donc c'était un peu comme ça que s'est monté le projet. Et c'est grâce à ces résonances et ces empêchements et ces patrimoines et ces histoires empêchées on a décidé de monter ce projet. Et après, c'est grâce à des amitiés longues avec des institutions culturelles et muséales et également des institutions politiques avec qui nous travaillons depuis longtemps que nous avons pu réaliser ce projet très rapidement, puisque le projet s'est construit en 5 mois et demi. Voilà. Et puisque nous connaissons bien cette collection, peut-être que je peux
pourrai parler de l'histoire de cette collection un peu plus tard, mais on connaît bien les archéologues qui ont fouillé. On a travaillé régulièrement, notamment avec Jean-Baptiste Imbert, qui était le chef de la mission franco-palestinienne pendant près de 10 ans et qui s'est occupé de ce patrimoine pendant près de 35 ans. René Alter, plus fort, René Alter, qui aujourd'hui a repris le flambeau et qui continue à travailler, parce qu'il y a toujours eu de l'archéologie à Gaza, même si ça a été dans des conditions dramatiques de crise humanitaire depuis plus de 20 ans. Il y a toujours eu de l'archéologie à Gaza. Et c'est grâce à ces personnes, et surtout aux personnes qui sont sur place. Et là, je pense à Fadel Al-Oton, je pense aussi à Ella Bousseta, qui, eux, nous ont permis effectivement de monter le deuxième volet de cette exposition, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est pas une exposition qui se montait dans un moment neutre. Donc, pour nous, c'est posé d'abord donc la question de savoir si c'était possible d'avoir des œuvres. Voilà. Après, dans quelle mesure et combien. Et ensuite, comment on les montre. Donc très rapidement, c'était impossible pour nous de confier ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire en gros la mise en espace des œuvres. Voilà. C'était un peu compliqué pour nous de le confier à une équipe française, parce que forcément, on va dire, les musées ont des habitudes de présenter de l'archéologie d'une certaine façon. Et là, ça nous paraissait complètement à côté. Et donc du coup, nous avons confié la scénographie à une équipe de designers palestiniens, qui sont Elias et Youssef Anastase, qui sont basés à Bethléem et qui font un travail incroyable. Ils sont des architectes internationaux qui ont fait l'effort depuis des années de rester à Bethléem et de déployer leur travail à Bethléem, même si ça devient de plus en plus compliqué. Et en leur confiant la scénographie, c'était leur première scénographie. Donc ça fait partie des choses nouvelles inventées ensemble, mais c'est de là qu'effectivement est née une proposition qui, pour nous, prenait tout son sens, puisqu'ils parlaient aussi de leur patrimoine, et qui nous ont effectivement, je ne sais pas si vous avez pu voir l'exposition, si vous viendrez la voir, mais effectivement qui travaille beaucoup sur la question du déracinement et de l'exil, et de cette mobilité qui a sauvé ces œuvres du désastre. Et une fois qu'on a eu ça, forcément, même en discutant avec eux, je pense que tout le monde était c'était très compliqué pour tout le monde de parler de patrimoine alors que des personnes meurent. L'humain prime toujours. Et donc, du coup, on a décidé de mettre en avant en fait, le travail de nos collègues palestiniens qui sont sur place, qui eux continuent à travailler, qui eux continuent à essayer de référencer, de faire connaître, d'envoyer des éléments aux archéologues et aux chercheurs qui étaient eux en Europe pour essayer justement de documenter la réalité du patrimoine historique et archéologique. Et donc toute la deuxième partie de l'exposition est dédiée justement à la question du patrimoine, à la question de l'archéologie à Gaza depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà. Pourquoi on a des renseignements? C'est parce qu'on a des opérateurs, on a des collègues palestiniens qui sont formés, qui sont capables du coup de faire remonter des informations. Et comme l'exposition, en tout cas notamment dans cette deuxième partie, s'est beaucoup construite pendant le cessez-le-feu, on a réussi effectivement à avoir beaucoup de renseignements, on va dire, inédits, voilà, qui après ont été retravaillés par des chercheurs et par les images satellitaires transmises par l'UNESCO et qui ont permis d'avoir une sorte de cartographie qui malheureusement s'est retrouvée obsolète très rapidement de la réalité, effectivement, des destructions du patrimoine, tout en mettant en avant effectivement les sociétés civiles qui œuvraient et qui ont beaucoup œuvré, notamment aussi pendant le cessez-le-feu, pour protéger, documenter. Et c'était une façon aussi de rendre hommage à nos collègues et également à la population qui vit avec ce patrimoine en fait, de façon extrêmement on va dire, ténue, puisque en fait, la bande de Gaza est en fait un mélange d'habitations et de sites archéologiques. En fait, c'est un immense site archéologique sur lequel il y a des habitations. Donc tout ça est intrinsèquement lié et donc fait partie aussi du quotidien, au-delà même de la structure même de la vieille ville de Gaza, qui était une ville mameloukée ottomane qui aujourd'hui a intégralement disparu. Voilà. Donc voilà comment s'est un peu construite l'exposition et comment elle s'est construite en plusieurs temps, en répondant à chaque fois aux questions qui se posaient quand on trouvait des solutions. C'est-à-dire, quand on avait des œuvres, comment on les montre,
une fois qu'on a compris comment les montrer, qu'est-ce qu'il fallait, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire encore pour donner de l'information et essayer d'apporter une connaissance au public des réalités, de ce qui touchait de l'histoire plurimillénaire de cette oasis. Voilà, parce que c'est un oasis. Merci Élodie Bouffard pour cette introduction. Ce que nous vous proposons, c'est de faire un petit retour en histoire aussi, afin de mieux éclairer l'actualité du patrimoine de Gaza, et aussi afin peut-être d'en connaître un peu plus sur le contenu de votre exposition à travers ces pièces. Donc, on pourrait revenir sur le titre même de l'exposition, Trésor sauvé de Gaza, 5 millions d'histoires. Donc on se rend bien compte que finalement cela dépasse même le cadre de la Palestine. En effet, Gaza a été au cœur d'un réseau d'échanges méditerranéens et a été successivement sous l'occupation de plusieurs autorités, de l'Égypte ancienne, en passant par les Ottomans ou encore le Royaume-Uni. Et donc ma question est la suivante. Quelle historicité et quel héritage les Gazaouis ont-ils bénéficié et comment cela se manifeste-t-il, alors à travers l'histoire, mais éventuellement à travers aussi des pièces d'exposition, et on a quelques références en diaporama. Alors du coup, effectivement, dans le diaporama, on voit bien en fait la percée historique qu'il y a sur toute la zone. Puisqu'on a effectivement des... Et là, on parle de sites qui font plusieurs hectares. Il y en a qui font 12 hectares, il y a un petit byzantin qui en fait 25. Vraiment, c'est des vrais grands sites. Voilà. Donc, pour le plus ancien, vous voyez, qui s'appelle Tal al-Sakan. Donc, on est à peu près à l'ouest du 4e millénaire avant notre ère. On est vraiment dans la naissance du système urbain. Et en fait, on va remonter parce qu'en fait, c'est un espace qui a toujours été habité, depuis le néolithique, calcolithique, mais en fait, on a vraiment des traces d'urbanisation qui commencent justement avec ce site de Tal al-Sakan. Et en fait, l'exposition, elle était là justement pour refaire sa percée historique parce que finalement, en réalité, quand vous regardez une carte, c'est assez facile de se projeter dans une sorte d'histoire plurimillénaire si vous voyez l'Égypte. Voilà. Si vous voyez toute la partie Palestine, Israël, Syrie, Mésopotamie, c'est plurimillénaire. Et en fait, il y a un petit bout de terre. Et alors là, c'est comme si c'était impossible qu'il y ait eu une histoire. Mais en fait, forcément, c'est comme si c'était le bout de terre qui rallie tout le monde. Mais en fait, ils ont eu toutes les histoires qu'on connaît. En fait, c'est exactement là où tout le monde s'est croisé. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Gaza. Donc, effectivement, ça va être un carrefour extrêmement important dans lequel va, en fait, effectivement, se développer des strates et des strates et des strates et des strates d'occupation et d'histoire, voilà, qui vont de donc, tout ce qui est période égyptienne, cananéenne, qui sont à peu près en concomitance, voilà. Après, bien sûr, la grande période philistine, et qui va se suivre avec les conquêtes néo-babyloniennes, perses, grecques, romaines, etc., que connaissent quasiment toute la région, en réalité. Mais la spécificité en fait de cet espace-là, c'est que c'est le cœur battant en fait de la diplomatie et le cœur battant en fait de l'économie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre Gaza et on ne peut pas comprendre son importance dans l'histoire si on ne regarde pas une carte. Voilà. Donc c'est ça qui était dingue, c'est quand on regarde une carte, en fait, tout ça semble très logique. Pourtant, on regarde plein de cartes ultra contemporaines et effectivement, ce qu'on voit, c'est la réalité, c'est que c'est une enclave. Donc Gaza n'a pas toujours été une enclave. Gaza, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut imaginer que c'est un système dunaire, en fait, qui est tout le long du littoral, en fait, qui est alimenté en plus par le Nil, qui rejette énormément de limons. Donc c'est quelque chose qui est toujours en construction. Vous voyez, donc c'est un endroit où justement il y a énormément de dépôts, donc il y a des dunes côtières. Juste derrière cette dune côtière, il se trouve qu'il y a une enfilade d'oasis, et notamment il y en a un qui est super, c'est Gaza, parce qu'il est pile poil à la jonction entre deux routes qui sont extrêmement importantes. C'est ce qu'on a appelé la Via Aurus, et plus tard la Via Maris, la byzantine. C'est cette voie qui, en fait, vient d'Afrique, traverse l'Égypte et hop, remonte vers la côte levantine. Et il y a une autre route, qui est donc cette fameuse route de l'encens, sur laquelle vous voyez pas que de l'encens en plus, beaucoup d'autres choses, qui tout simplement part du Yémen, mais aussi des ports
qui viennent d'Asie et qui remontent en fait toute la péninsule, voilà, passe plus tard par ce qu'on a appelé les royaumes nabatéens, voilà, et arrive à Gaza. Voilà. Donc Gaza, en fait, c'est une cité qui est née d'abord de sa connexion avec son arrière-pays. Parce que c'est un oasis, et c'est pas moi qui le dis, c'est Hérodote, dans lequel vous grattez, vous plantez, tout pousse. Voilà. Parce qu'en fait, la chance de cet oasis, c'est qu'il est très grand, mais il est ultra irrigué. Et il ne faut pas aller très très profondément pour que ça pousse. Donc, tout simplement, c'est un pays de cocagne. Voilà, c'est qu'on a envie de rester à Gaza. Et donc les commerçants, quand ils arrivent, en fait, ils tombent sur cette oasis sur laquelle il y a des populations qui se sont installées et en plus qui ont une production même, voilà, et qui drainent toutes les richesses du monde dans l'endroit où on a envie de se désaltérer, de se poser. Et qui a cette chance en plus, c'est que derrière ces dunes, ces 3 km, il y a la Méditerranée. Voilà. Et il y a la Méditerranée, il y a déjà bien sûr toutes les routes commerçantes qui se sont mises en place. Donc Gaza n'est pas une ville de la mer, même si effectivement on la voit beaucoup avec sa façade maritime. En fait, elle s'est construite dans les terres. La vieille ville de Gaza, elle est sur un petit promontoire, elle est à 3 km de la mer et elle a toujours été là. Après, elle a développé des ports. Mais c'est une ville qui est née de la terre, avec tout après ses connexions. Et en fait, c'est un cœur aussi diplomatique. Pourquoi ? Parce que pareil, quand vous regardez la carte, vous voyez qu'elle est exactement au carrefour, en fait, de la jonction de tous les grands empires qui vont se constituer. Voilà. Et donc, les premiers signes d'urbanisation dont on parle, Tell el-Sakan, qui est quand même un site qui a été découvert en 1998. Donc, on reviendra sur les fouilles archéologiques peut-être, mais il faut imaginer que cette fouille-là, ça a été un bouleversement complet dans ce qu'on connaissait de la région. C'est la plus vieille qu'on connaisse. Donc juste avant, juste à côté, en fait, Tell el-Sakan, vous voyez la bande de Gaza, à peu près en son centre, il y a le Wadi Raza. On en entend malheureusement beaucoup parler en ce moment, puisque c'est les voies de sortie qui sont en train de mettre en place, qui suivent en fait cette entrée maritime. Et bien, cette entrée maritime, c'était un endroit où effectivement l'urbanisation est née dans cet espace-là. Voilà. Donc on a eu Tell el-Sakan qui était complètement méconnu, mais on avait déjà découvert avant Tell el-Ajoul. Tell el-Ajoul, c'est l'âge du bronze moyen. Ça vous dit rien, mais en gros c'est un millénaire plus tard. Voilà. Et ça a été découvert en 1933. Et aujourd'hui, actuellement, c'est un des sites qui a donné le plus de richesse de cette période-là. Donc en fait, c'est une zone qui prospère, c'est une zone où l'urbanisation se développe. Et elle se développe pourquoi ? Parce que c'est un espace qu'il faut contrôler. Parce qu'en fait, le Wadi Raza, c'est tout simplement pendant des millénaires, en fait, la frontière nord de l'Égypte. Ils sont là, c'est ce qu'il faut maintenir. Donc il y a les populations cananéennes qui sont là, et il y a des espaces qui sont là pour défendre, on va dire, les marches. On ne va pas dire que c'est l'Égypte, mais c'est un peu les marches. Et donc on a toute cette cohabitation qui va se mettre en place, et en fait, ces sites vont durer très longtemps, mais ils vont être abandonnés. Et ça, c'est une chance pour les archéologues. Parce qu'un site abandonné, c'est un site, du coup, qui n'a pas forcément été altéré, et qui peut donner, en fait, des informations. Et donc Tell el-Sakan va être abandonné pour Tell el-Ajoul, et Tell el-Sakan, ce qu'il nous raconte, c'est qu'en fait, ce système urbain, il est mixte. Il a été égyptien, mais il a été aussi cananéen. On va retrouver une ville cananéenne au-dessus, voilà, qui va complètement prendre le pas. Et donc, c'est aussi cet espace-là qui a donné, en fait, les témoignages les plus anciens dans sa structure, mais aussi dans les artefacts, et qui mélange justement ces deux cultures. Ça fait partie des premières pièces qu'on voit dans l'exposition pour montrer un peu cette historicité. Et après, on a comme ça cette histoire qui se déploie, et notamment la ville de Gaza qui va être créée, parce qu'en fait, ce petit Wadi Raza, vous voyez, en fait, va se boucher petit à petit, et en fait, on va décider de mettre une ville un peu plus haut. C'est comme ça que Azatou naît, voilà, qui va être sur le Tel Arouba, qui va devenir donc Gaza. On est au 2e millénaire, les Philistins ne vont pas tarder à arriver, voilà. C'est l'arrivée des peuples de la mer dans pas longtemps, donc le passage à l'âge du fer. Gaza est en train donc de s'organiser en ville et va devenir la place, on va dire, organisationnelle de tout l'espace. Voilà. La tête de pont administrative de cet espace-là. Et l'arrivée des Philistins va en faire donc une des cités les plus importantes de la pentrarchie
du coup de ces fameux peuples de la mer, dont on ne sait pas trop comment ils sont, pourquoi, même si aujourd'hui les historiens se mettent d'accord que ce grand système de migration de la Méditerranée du Nord vers la Méditerranée orientale est sûrement dû à des drames écologiques. En tout cas, ils s'installent ici, et à partir de là, c'est une autre histoire qui se met en place, et le site ne sera plus jamais délaissé. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est une ville, Gaza, où on pense qu'il y a entre 8 et 12 couches archéologiques qui n'ont jamais été fouillées, puisque perpétuellement habitées. Donc les fouilles en fait se font autour, permettent de voir le patrimoine qui s'est déployé successivement avec effectivement l'âge du bronze, l'âge du fer, l'arrivée, la conquête babylonienne, néo-babylonienne, perse, grecque, hellénistique, la période byzantine, la période musulmane, jusque-là. En fait, on le voit par tous les sites qui ont pu être fouillés aux alentours, qui ont été potentiellement abandonnés. Mais l'historicité de Gaza, elle n'est connue que par des textes, puisque c'est une ville qui n'a pas été fouillée, ou de façon très très sporadique, une fois, en 1917, où on a trouvé les remparts de l'âge du bronze. Mais tout le reste, en fait, c'est une ville qui est connue que par ses textes. Parce que cette ville était tellement riche qu'en fait, c'est une ville secondaire. C'est pas une ville d'empire, en gros. Voilà. Mais des villes secondaires, c'est une des villes sur lesquelles on a le plus de témoignages écrits. Parce que, en fait, donc elle était importante diplomatiquement. Et si on a l'occasion d'en parler, malheureusement, du coup, elle a été attaquée et détruite à maintes reprises. Et à chaque fois, réoccupée par sa population et à chaque fois reconstruite à cause de ce cadre diplomatique, politique et géopolitique. Et c'était surtout une cité riche de ce qu'elle produisait, de ce qu'elle commerçait, voilà, et surtout parce qu'elle battait monnaie. Et du coup, une cité riche aussi, c'est une cité qu'on veut prendre et qu'on veut dominer. Donc, toute l'histoire de Gaza a été parcourue justement de ces moments de faste et ces moments aussi de grande souffrance. Mais du coup, elle laissait aussi des témoignages incroyables qui permettent justement d'avoir une très bonne connaissance, grâce au texte, de la réalité de la ville. Même si, en fait, peut-être qu'avec les Guinard et autres, on arrivera un jour à lire la ville dans son intégralité, toutes ses strates, reste encore relativement méconnue, mais qui est un peu éclaircie par les quelques sites qui sont fouillés et mis en valeur par les équipes archéologiques qui ont pu se déployer dans l'espace, malgré les difficultés. Donc merci pour cette réponse. Ce qui est intéressant en plus de mettre en avant finalement, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Gaza est une mosaïque culturelle à travers les fouilles archéologiques, mais aussi notamment les différentes religions qui se sont succédées ou ont même cohabité, puisqu'on voit ici les mosaïques byzantines, mais parmi les sites archéologiques, on a aussi des sites qui sont chrétiens, entre autres. Et donc c'est ce qui va nous amener à évoquer la deuxième partie de notre conférence, après cet aperçu historique. C'est l'état des lieux, finalement, aujourd'hui, de ce qu'il reste, en fait, de ce patrimoine qui est plus que menacé. Alors, pour faire un rappel assez factuel, au 25 mars 2025, l'UNESCO observe, en se basant sur des images satellitaires, qu'il y a des dommages sur 94 sites gazaouis, 94 sites culturels gazaouis, dont 12 sites religieux, 61 bâtiments d'intérêt historique et ou artistique, 7 sites archéologiques, 6 monuments et 3 dépôts de biens culturels mobiliers, ainsi qu'un musée. Ainsi, depuis 2005, entre la deuxième intifada qui s'est ensuite prolongée avec l'arrivée au pouvoir du Hamas un an plus tard, les recherches archéologiques menées par des programmes officiels publics étrangers ont été donc suspendues. On pense notamment à la coopération franco-palestinienne, peut-être que vous allez l'évoquer, qui a pourtant tant œuvré dans ce domaine. Aujourd'hui, les fouilles ne sont poursuivies plus que par des ONG finalement. Et il semblerait d'ailleurs qu'il s'agisse davantage de projets de restauration plutôt que de nouveaux projets de découverte.
Donc, nous pouvons nous demander quel impact le départ des archéologues a-t-il eu sur ces projets. Est-ce que ce concept qui est assez intéressant d'archéologie humanitaire a-t-elle pu efficacement poursuivre la mission qui avait été débutée ou s'est-elle rapidement trouvée face au manque de moyens? Alors, les archéologues sont... C'est clair qu'à partir de 2007, c'est quand même la fin des grands programmes internationaux. Les archéologues ne sont pas partis de Gaza. Alors déjà, ils n'étaient pas nombreux quand même. Ils n'étaient pas nombreux. Il faut quand même se rendre compte, je vais essayer d'être plus rapide. En fait, si cette région a été peu fouillée, c'est parce qu'en fait déjà dans les grands chantiers de fouilles de la fin du 19e et du 20e siècle, dans le cadre d'une part de l'archéologie biblique et d'autre part de l'archéologie, on va dire pharaonique, qui est un peu les deux grands chantiers où en plus on se déployait avec des sociétés savantes de partout, avec des ambitions quand même un peu diplomatiques derrière. L'espace en fait qui correspond aujourd'hui à la bande de Gaza était un peu délaissé parce qu'en fait elle n'était pas en lien avec l'archéologie dite biblique et les seuls intérêts pouvaient être un peu avec ses liens avec l'Égypte et ça se déploie un peu tardivement dans les années 30, les vraies recherches. Donc il y a quelques recherches qui se mettent en place, il y a des sites qui sont découverts, on ne peut pas dire que c'est des découvertes majeures. En fait les découvertes majeures elles vont se faire à partir de 1995. Et là, effectivement, c'est de la coopération internationale avec différents pays, mais il se trouve que la grosse coopération, celle qui va faire découvrir quand même les sites qui vont un peu déclencher en fait le co-start sur l'importance en fait de cet espace, se font dans le cadre d'une coopération franco-palestinienne. La coopération franco-palestinienne, elle se déploie donc avec différents stades. Voilà, une première étape jusqu'en 2000. 95-2000, et une autre étape qui va de 2000 à 2005 et qui devait se poursuivre jusqu'en 2012. Elle est portée par l'école biblique et archéologique de Jérusalem, les BAF. Voilà. Donc, parce que c'est eux qui ont décidé d'aller fouiller là-bas. Vraiment, c'est une décision qui a été prise par les archéologues sur place. Ils ont dit, maintenant il faut aller fouiller là-bas, c'est là où ça va se passer. Et en fait, ça s'est mis en place pour une seule et bonne raison, en 1995, c'est parce qu'il y a eu les accords d'Oslo en 1993. Voilà. Donc en fait, les fouilles qui se mettent en place, c'est des fouilles qui sont aussi portées par un bureau des antiquités avec un ministère qui s'est mis en place parce qu'il y a l'autorité nationale palestinienne qui a été créée après Oslo. Donc du coup, on est dans un cadre aussi diplomatique, il y a les découvertes de ces sites, la tentative de valorisation qui permettent donc à des œuvres de venir, d'être présentées à l'Institut de Boulomard dans un premier cas, et ensuite toujours dans cette démarche-là, effectivement, qui va avec cette dimension de politique, on va dire archéologique, culturelle et touristique déployée par l'autorité nationale palestinienne, il y a vraiment cette volonté de valoriser en fait justement ce patrimoine qui était beaucoup plus connu en Cisjordanie parce que beaucoup fouillaient à l'époque où il était sous gestion jordanienne. Beaucoup de chantiers de fouilles. Gaza, sous gestion égyptienne, bon, mais les Égyptiens ils avaient autre chose à fouiller, donc bon, ils s'en sont un peu intéressés. Donc il y a vraiment une volonté. Alors on ne peut pas dire que ce soit une politique incroyable, en fait c'est une politique courageuse faite par des passionnés avec quand même peu de moyens et qui est basée énormément sur la coopération. Donc les œuvres arrivent en Europe aussi pour lever des fonds. C'est-à-dire que si on a toute cette collection de 529 pièces qui sont bloquées depuis 2007 à Genève, c'est tout simplement parce que dans cette politique de mise en œuvre, de valorisation et de déploiement potentiellement de nouveaux chantiers et autres, la volonté est de lever des fonds et sensibiliser la communauté internationale. Donc l'exposition qui se tient à Genève en 2007, c'est une exposition aussi pour montrer à l'UNESCO ce qu'il y a, montrer à des partenaires semi-privés ce qu'il y a, augmenter les coopérations internationales au niveau des fouilles. Donc on va dire qu'il y a une politique qui se met en place, voilà, avec peu de moyens, mais en tout cas qui tente des choses, trouve, et en tout cas cherche à faire mieux et plus fort. Voilà, et la situation, bien entendu, en tout cas cet élan est stoppé net en 2006-2007. D'ailleurs, les œuvres sortent, le blocus israélien a déjà commencé. Donc ça montre quand même la volonté de, coûte que coûte,
il faut que ça se passe. Voilà. Donc il y a le blocus israélien, mais bon, effectivement il y a le Hamas au pouvoir et bien sûr les luttes entre le Hamas et le Fatah qui se mettent en place. Et donc effectivement aussi une rupture avec l'autorité nationale palestinienne, il n'y a pas de confiance. Voilà. Ça bloque tout. Voilà. Ça bloque aussi bien effectivement les œuvres que tout le projet global en fait. Donc on va dire qu'il y a des choses qui vont continuer en Cisjordanie avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir toujours financières et autres. Au niveau de Gaza, ça va être compliqué. Plus de coopération, en tout cas où on finit ce qui a été mis en place. Donc là c'est une autre histoire qui se développe. Et là effectivement les archéologues ne quittent pas Gaza, ils sont effectivement peut-être moins nombreux. Mais les choses qui s'étaient mises en place dès 1995, c'est-à-dire que le programme qui a été développé, c'était un programme qui s'appelait des écoles chantiers. C'était assez nouveau, c'était pas forcément répandu à l'époque, mais notamment le grand site, le site incroyable qui a été découvert, parce que c'était un vrai pari, personne ne savait où c'était le port que tout le monde cherchait, le port d'Antédon est découvert, et c'est sur ce site-là que va se créer donc, cette école chantier. Et donc cette école chantier, c'est une école de formation. Donc depuis 1995, en fait, il y a un désir de former petit à petit, en fait, effectivement, des acteurs qui puissent monter en puissance et créer des vocations. Voilà. Donc, on va dire que ce programme-là va, en fait, tout simplement être la base du redéploiement du travail des ONG. Et donc, notamment, on a une ONG avec qui nous avons énormément travaillé et qui est en lien directement avec les BAF, en fait, qui est co-gérée avec les BAF, qui s'appelle Première Urgence Internationale, donc dont René Elter, dont j'ai cité tout à l'heure le nom, organise toute la partie scientifique, puisque c'est toujours les BAF, vous voyez, le partenaire d'origine, qui est toujours le partenaire scientifique et qui co-organise l'intégralité des actions qui sont menées, en fait, qui continuent à œuvrer, et notamment qui ont mis en place en 2017 un nouvel élan, notamment aidé par des financements, parce que les financements, c'est le British Council, c'est l'AFD, donc ça reste quand même des financements qui viennent effectivement de soutiens internationaux, pour justement déployer différents programmes. Donc ces programmes, effectivement, ce n'est plus forcément l'ouverture de chantiers de fouilles, et comme c'est souvent le cas, et comme ça l'était déjà en 1995, puisque la plupart des découvertes, à part Antédon, où on a décidé d'ouvrir un chantier de fouilles là, toutes les autres découvertes, c'est des découvertes fortuites. On est en train de construire une route, on tombe en fait tout simplement sur un complexe monastique avec des mosaïques partout. Voilà. Donc il y avait déjà cette archéologie d'urgence, elle a toujours existé. Passé effectivement 2007 avec une montée en puissance à partir de 2014, effectivement on rentre quand même vraiment dans de l'archéologie d'urgence qui est là essentiellement pour protéger les sites. Parce que voilà, le site de Jabalia a été très endommagé en 2014 par le passage de chars sur les mosaïques. Enfin, voilà, c'est un peu récurrent. Donc c'est vrai qu'ils ne sont plus dans l'ouverture de chantier, ils sont plutôt sur la préservation, tenter la valorisation, et ça passe essentiellement par tout le pan éducatif qui leur permet de lever des fonds en fait, et de mettre des structures pour l'accueil du public qui permet aussi l'entretien en fait, des espaces et une sensibilisation au patrimoine. Donc ça, c'est des actions qui sont menées. Mais il y a toujours ces découvertes fortuites. Toujours. Et donc en fait, effectivement, il y a eu des découvertes, néanmoins. Donc toujours par le biais de ces ONG, mais qui ont permis de sauver certains sites, notamment les cimetières romains, voilà, dont les plus belles trouvailles ont été détruites puisqu'elles étaient présentées dans le palais du Pacha qui était devenu un musée. Voilà. Et ensuite, juste avant, donc en 2023, la découverte par un agriculteur, pareil, on travaille en satin, on va un peu plus profond, et là, voilà, des mosaïques qui sortent de partout. Voilà. Et donc il y a eu une étude rapide à El Bourège, voilà. Et en fait, les archéologues ne pouvaient pas s'en occuper, donc ils ont remis du sable dessus. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a fallu partir et que c'est arrêté, en tout cas, ce travail de présence internationale par le biais d'ONG et où, effectivement, n'est resté que des opérateurs locaux sur place, voilà, les membres d'Itincal, qui après sont rentrés dans une autre facette de ce travail qui a été renseigné, photographié, essayer de se rendre, si possible, sur les sites pour voir exactement s'il y avait destruction ou pas, et aussi déplacer des collections, puisqu'il y a eu un gros travail de déplacement de collections par Première Agence Internationale, mais également par une association RIWAC, qui ont opéré après tout au long. Donc
les activités se sont déplacées, sont devenues de plus en plus compliquées et ont répondu à chaque fois à une urgence, on va dire, politique. Comme on a très bien compris, de nombreux sites archéologiques ont été endommagés, des pertes qui sont irréversibles. On a eu aussi d'autres monuments qui ont été atteints par des destructions. Donc, vous avez parlé du fort du palais du Pacha, dit fort Napoléon aussi, puisqu'il l'a occupé pendant une brève période. On a d'autres monuments également, comme la grande mosquée de Ghazali. Nous avons fait un peu l'état des lieux finalement aujourd'hui de ce qu'il reste, c'est-à-dire pas grand-chose malheureusement. Et c'est aussi l'occasion d'évoquer de l'autre côté, cette fois-ci, la politique palestinienne par rapport au patrimoine. Selon vous, avant 2023 notamment, y a-t-il eu une politique publique palestinienne en la matière de préservation du patrimoine et comment cela s'est-il articulé? C'est ce que j'ai essayé d'évoquer un peu tout à l'heure. Il y a eu une politique avec les moyens qui étaient les leurs, et après il y a une logique aussi territoriale, c'est-à-dire que c'est pas forcément la même chose en Cisjordanie que effectivement ce qui a pu se passer dans la bande de Gaza également. Voilà. Après en Cisjordanie, effectivement il y a des chantiers de fouilles, il y a des coopérations internationales avec des difficultés, bien entendu. Voilà. Il y en a eu moins qu'à une époque, mais effectivement il y a toujours un ministère des Antiquités et du Tourisme qui continue à avoir une action de valorisation, et même le bureau de Gaza des Antiquités a toujours fonctionné, c'est-à-dire qu'eux-mêmes continuaient à travailler avec les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans la bande de Gaza, mais effectivement on va dire que la dimension organisationnelle au niveau palestinien a continué à fonctionner, plus ou moins de façon efficace selon qu'elle soit en Cisjordanie ou sur la bande de Gaza. Et pour la bande de Gaza, effectivement, quand même, avec un fort relais des ONG qui permettait quand même d'entretenir les sites et au moins pallier aux nécessités des découvertes. Et donc, cela nous amène sur la dernière partie, évoquer le futur. Puisqu'en effet, dans ce tragique constat, il y a tout de même des projets qui perdurent. Donc, vous avez notamment évoqué le projet Intikal, qui signifie transmission. Et on pourrait également évoquer la LIPH aussi. Donc là, simplement pour vous illustrer, c'est une carte de Gaza avec les points en rouge qui signifient les lieux du patrimoine qui ont été détruits ou fortement endommagés. Mais donc on parlait de Intikal ou de la LIPH. Quels projets ces organismes ont-ils menés, et en fait quels minces espoirs peuvent-ils encore représenter pour la mémoire des Gazaouis? Alors oui, vous citez des partenaires qui ont été centraux dans le projet que nous avons réussi à mener, puisque c'est ces ONG en fait qui nous ont permis effectivement d'avoir des photos, des retours aussi directement par les opérateurs sur place, et qui ont surtout financé. Voilà. Juste avant, vous avez vu, il y avait la carte, en fait, la carte qui vous a été montrée, c'est une carte qui est très intéressante, et je vous invite à aller sur leur site. Donc c'est le site de Gaza Histoire, avec qui nous avons aussi collaboré. Parce que effectivement, ces recensements se font également par le biais aussi de collaborations universitaires, souvent internationales, qui permettent en fait des croisements d'informations, et aussi d'avoir une vision un peu plus claire en fait des réalités en croisant les informations terrain et satellitaires. C'est-à-dire que l'UNESCO
fait un travail assez incroyable, mais essentiellement satellitaire, et il y a des universitaires qui travaillent en fait pour essayer de coupler les données, également avec les retours qu'il peut y avoir par des relais locaux, mais également avec des vidéos à l'appui qui essayent de croiser en fait les géolocalisations pour savoir exactement en fait si cet espace a été touché ou pas. Voilà. C'est une carte qui est assez incroyable, elle est remise à jour moins régulièrement, puisqu'il n'y a plus d'images satellitaires, en tout cas qui puissent vraiment nous permettre de travailler. Mais par rapport aux chiffres que vous avez énoncés en début, où c'est des chiffres de mars, dans les derniers relevés qui datent de juin, il faut savoir qu'en gros, sur la bande de Gaza, l'UNESCO considère qu'il y a environ 350 sites à valeur historique et patrimoniale. Sur ces 350, on avait dépassé le chiffre de 150 endommagés et qui étaient proches d'une haute destruction. Voilà. En sachant qu'il n'y en avait que, je crois, 160 qui avaient été audités. Donc, voilà, c'est un peu les derniers chiffres qui ont pu arriver, justement aussi par ces croisements d'infos et les chiffres aussi officiels de l'UNESCO. Et effectivement, il y a encore, et ça c'est incroyable, des personnes qui opèrent, et encore la semaine dernière, puisque la semaine dernière, plus de 10 000 objets allant de l'âge du bronze jusqu'à la période byzantine ont été sauvés en 2 jours par des équipes palestiniennes qui ont déplacé l'intégralité de collection archéologique de l'EBAF qui était toujours stockée à Gaza parce que l'immeuble allait être bombardé. Donc c'est mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, ils ont encore fait cet effort-là, alors qu'ils ont bien d'autres choses à faire. Donc ce que ça dit, je pense, c'est qu'il y a des relais puissants, il y a des gens compétents, il y a heureusement des ONG qui permettent qu'ils aient un soutien, un minimum matériel pour opérer. Et ces gens-là, en tout cas, ce qu'ils nous disent quand ils nous écrivent et quand on échange avec eux, c'est qu'ils œuvrent pour demain. Ils le font parce qu'ils croient qu'effectivement, l'histoire et le patrimoine est plus fort que tout et que, en fait, ça servira. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que... voilà, pour ces dizaines de personnes encore, c'est important. Donc je pense que c'est pour ça que c'est bien de parler de leur action, qui continue malgré tout. Élodie Bouffard, je vais terminer cette première partie de la conférence avant de laisser la parole bien sûr au public par une dernière question. Jusqu'alors, nous avons beaucoup parlé du patrimoine matériel de Gaza. On a parlé des sites, des monuments qui ont été dégradés, mais on n'a pas tant que ça parlé du patrimoine immatériel. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu des initiatives qui sont portées, que ce soit par les Palestiniens ou par d'autres personnes, pour la promotion justement de ce patrimoine immatériel? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir une réponse complète. Je vais rester sur les acquis instituts du monde arabe, puisque donc là, effectivement, il y a déjà il y a une énorme production poétique qui est assez incroyable. Donc, nous, à l'Institut du monde arabe, on a eu l'occasion de faire entendre ces voix. Voilà. Il y a encore, je ne sais même pas si c'est en a encore, mais encore il y a quelques mois, il y avait encore des chorales qui essayaient de chanter et de diffuser sur les réseaux avec toutes les difficultés du monde pour qu'on entende leur voix. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, il y a des initiatives incroyables qui se passent dans des situations dramatiques. Et voilà, je vous invite à regarder parce que vous pouvez découvrir des choses assez belles. Et en tout cas, nous, à notre niveau, on essaye au maximum de pouvoir les relayer et d'en faire la promotion dans les activités. Alors moi je suis aux expositions, j'ai pas la même temporalité, mais mes collègues le font et au maximum. Donc oui, il y a toute cette urgence
à mettre en œuvre. Et en même temps, donc ce patrimoine immatériel, il touche aussi une autre dimension, qui est plutôt aussi ce que moi j'appellerais plutôt du bien commun. Et là, on est aussi dans la question du coup des paysages, parce que qui sont aussi quelque chose qui est détruit, voilà. Et c'est aussi c'est aussi des espaces qui ont souffert, c'est-à-dire qu'il y a du patrimoine, il y a du patrimoine historique, et notamment d'ailleurs le patrimoine historique plus que le patrimoine archéologique, le patrimoine historique, et donc tout ce qui correspondait, on va dire, à l'héritage arabo-musulman qui a structuré les villes a été détruit puisque ça structurait les villes. Mais il y a aussi toute cette relation avec les paysages, parce qu'il restait en fait des espaces agricoles qui ont disparu, il y a des relations à l'eau qui ont complètement disparu. Enfin voilà, il y a plein d'autres. Dans cette immatérialité, il y a aussi tout ce qui fait culture, et en fait, il y a aussi le quotidien de l'échange avec l'espace naturel qui a également été détruit en même temps qu'on a détruit le patrimoine. Bien, alors, merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup tout d'abord Elodie Bouffard pour la pertinence et surtout la richesse de vos réponses. Je vous propose maintenant de passer un temps d'échange avec le public. Et donc, bon, si jamais vous avez des questions dans la salle, je vous invite à lever la main et puis notre équipe vous donnera des micros. Merci déjà, bonjour, merci pour votre intervention, c'était vraiment super intéressant. Donc moi j'avais une question par rapport à ce qui a été dit au début. Donc tu parlais de la décision de l'ONU de reconnaître la situation de génocide à Gaza. Et le fait de voir cette carte et de vous entendre parler effectivement du patrimoine culturel de Gaza qui est extrêmement dense, me laisse à penser qu'il y a une volonté d'effacement en fait, de la part des forces israéliennes. Et donc moi je voulais savoir, est-ce que selon vous on pourrait parler d'un ethnocide comme on a pu le constater notamment pendant le génocide des Américains natifs? Merci pour votre question. Alors je vais répondre concrètement, je ne sais pas. Vraiment je ne sais pas. Je peux vous inviter à aller voir des travaux, par exemple, de Forensic Architecture, qui œuvre depuis des dizaines d'années sur la question justement des relations, des conflits et des atteintes aux droits de l'homme, et dans un cadre aussi d'intention génocidaire, et qui travaille sur Gaza depuis le début, en fait, puisqu'ils ont commencé même en 2009, et qui notamment ont fait un rapport assez important de plus de 800 pages qui a été déposé. Et en fait, Forensic Architecture, c'est porté par A.L. Weizmann. C'est un collectif qui œuvre notamment, qui sont hébergés à l'université Goldsmiths à Londres, et qui croisent en fait des savoirs cartographiques avec également des reconstructions des mémoires. Donc en fait, ils vont croiser des données satellitaires, ils vont répertorier des témoignages audio pour recartographier en fait des souvenirs auditifs. Ils vont coupler avec les photos venues sur Internet, revoir les historiques pour faire des constructions schématiques. Et justement, ils ont créé une plateforme interactive sur laquelle tout est référencé. Et leur but, effectivement, c'est de donner de la matière, pour informer, pour créer un forum forensique, pour que tout le monde puisse avoir accès à tous ces éléments d'information, voilà, pour après les verser également dans le cadre des dépôts qui sont faits en Cour internationale de justice et autres. Donc tout ça, c'est complètement disponible. Voilà. Je pense que du coup, vous pourrez avoir les éléments qui vous permettront d'avoir vos réponses. Après, c'est une opinion qui est la mienne, et je pense que je n'ai aucune vocation à donner mon opinion, mais par contre, je suis là pour vous informer, ce qui est un peu différent. Donc, je vous propose plutôt, à ce moment-là, d'aller vraiment chercher les informations là où des gens qui sont reconnus internationalement pour leur travail depuis des années, voilà,
créent du contenu et permettent aussi d'alimenter, d'apporter des réponses. Voilà. Parce que l'espace de Gaza aussi fait que le patrimoine est tellement imbriqué avec aussi le système urbain que quand on détruit tout, on détruit tout. Voilà. Donc, voici ma réponse. Merci Madame Bouffard pour cette conférence. J'avais une question. Vous expliquiez que la semaine dernière, il y avait justement des initiatives citoyennes, donc des Palestiniens qui avaient réussi à sauver mercredi, jeudi, vendredi, vous le disiez, des éléments justement du site de la LEBAF. J'avais une question pour vous. Est-ce qu'après justement le sauvetage d'œuvres comme ça, en urgence, vous pouvez venir peut-être aider à la conservation de ces éléments, si par exemple vous pourriez par exemple financer des œuvres de rapatriement ou ce genre de choses? Est-ce que vous avez des exemples et est-ce que c'est possible de le faire dans le cadre de l'IAM? Alors, merci. Merci pour votre question. Alors, plus rien ne sort de Gaza. Les humains ne sortent pas, donc forcément, les œuvres ne sortent pas. Donc d'ailleurs, ça a été un des sujets pour les mettre où. Donc là, aujourd'hui, la question, elle ne se pose pas parce que en réalité, ce n'est pas possible. Après, dans le cadre de conflits armés avec atteinte au patrimoine, et seulement avec la volonté des États, ça a déjà pu se passer. Je pense à l'Afghanistan. Mais en règle générale, dans la grande majorité des cas, et ça se comprend, un État ne va pas laisser passer partir son patrimoine, même s'il est en très grand danger. Donc on a plutôt à faire, et encore je vous dis avec ma connaissance, je vais vous citer des exemples que je connais, mais qui ne peuvent pas faire masse. Voilà. À ma connaissance, j'ai plus d'exemples de patrimoine qui vont être protégés, voilà, et protégés souvent dans un cadre justement société civile. Donc là, je prends par exemple les bibliothèques de Tombouctou. Les manuscrits ont été tout simplement cachés chez les habitants. Ils ont été éparpillés partout et ils ont été cachés. Et c'est une fois qu'il y a eu un système de protection possible qu'ils sont partis, ils ont été accueillis à la BNF, ils ont été restaurés et nous avons eu l'honneur d'en présenter quelques-uns dans notre exposition Trésors de l'islam en Afrique. Beaucoup de trésors. On a eu à peu près le même cas, en tout cas moi je parle de mon expérience, on a à peu près eu le même cas aussi en Syrie. Voilà. Donc au moment où il y a eu d'énormes attaques de monastères, avec destruction des monastères qui souvent en fait ont des joyaux bibliothèques, voilà. Il y a eu en fait effectivement des organisations civiles qui sont allées chercher, qui les ont cachés, qui les ont murés, qui les ont sortis du territoire. Donc en fait, c'est quand même très grave quand un État arrive à prendre cette décision-là. C'est déjà arrivé. Mais en règle générale, c'est plutôt une sorte d'organisation pour les garder sur le territoire et les protéger qui se met en œuvre. Voilà. Donc c'est un peu finalement ce qui se passe. Avec en plus le fait que de toute façon, ça ne peut pas sortir. Donc voilà, mais nous, on espère qu'une chose, c'est que les œuvres qui sont à l'Institut du monde arabe et la grande collection de 529 objets qui est au port franc de Genève, parce qu'elle est en fait dans un port franc, elle est dans des caisses, dans 100 caisses, elle n'est pas visible, elle est protégée, elle est étudiée par le musée d'art et d'histoire de Genève, mais elle est quand même la plupart du temps stockée, parce que 529 pièces, c'est une organisation. Donc que cette collection, un jour, revienne. En tout cas, je crois que tous les gens qui ont travaillé sur ce patrimoine souhaitent. Bonsoir et un très grand merci pour votre intervention. Donc, en fait, vous avez partiellement répondu à une des questions que je me posais sur le devenir de ce qui a été sauvé la semaine dernière. Donc, juste pour être plus clair, j'aurais juste voulu savoir si vous pensez qu'actuellement ils sont justement enterrés puisqu'ils doivent rester sur place, protégés, mais alors
à quel prix, puisque les bombardements et les intrusions quotidiennes ne laissent peut-être pas beaucoup d'espoir. Et une deuxième question, est-ce que l'IMA travaille concernant Gaza avec Gaza Inventaire d'un patrimoine, le site avec les C'est historiens? Gaza Histoire, Voilà, justement, c'est ça. c'est exactement, c'est eux. Oui. Merci pour votre question. Alors, je ne sais pas exactement où sont les objets. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ça a été rendu possible, c'est parce qu'il y a eu une aide en fait du patriarcat latin. Donc c'est vraiment les réseaux qui sont sur place. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est les institutions chrétiennes qui sont énormément en lien, en fait, et qui sont en lien beaucoup avec le patriarcat orthodoxe, qui sont quand même très implantés à Gaza. Puisque l'église Saint-Porphyre, dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est un rite orthodoxe. Donc c'est par le biais de ce réseau-là, les collections étant à l'EBAF, donc au vent dominicain, c'est par ce réseau-là en fait qu'il y a eu cette possibilité et ce redéploiement aussi pour offrir un asile, puisque c'est à Gaza, donc en tout cas un espace où ils pouvaient réceptionner les œuvres et qui ait un minimum de protection. Donc c'est dans ce cadre-là que ça s'est déployé. Très rapidement, ça c'est des histoires de quelques heures et des négociations pour essayer de retarder le bombardement, pour permettre cette opération à partir du moment où les solutions avaient été trouvées. Et voilà, du coup, c'est Inventaire d'un patrimoine bombardé, donc c'est le site Gaza Histoire. J'ai pris la version courte, voilà, notamment avec Fabrice Virgili qui nous a beaucoup aidé, et Sébastien Wall qui lui a créé la carte. Voilà. Et je vous invite à aller voir ce site parce qu'ils ont eu la même démarche que nous, voilà, et même avant. Donc c'était encore incroyable d'avoir justement aussi tout ce travail qui était mis en place, puisque ce site internet donc effectivement présente une carte, mais aussi présente aussi l'inventaire, c'est-à-dire que vous pouvez aller découvrir chacun des sites. Dans chacun des sites, ça a été écrit par des historiens ou des spécialistes, des archéologues qui ont pu remettre le temps long en fait. Donc ça va des fondations, ça remonte, il y a certains bâtiments qui ont été détruits plusieurs fois. Tout à l'heure on vous a montré la mosquée Al-Omari, voilà, qui a été intégralement détruite en décembre 2023. Voilà. Et donc typiquement, voilà, je vous invite à lire l'affiche de la mosquée Al-Omari, parce que la mosquée Al-Omari, en fait, comme beaucoup de sites dans cet espace-là, en fait, c'est une mosquée qui s'est construite aussi sur des strates et des strates d'histoire, et d'histoire aussi religieuse de cet espace, voilà, qui va du polythéisme aux différents monothéismes, etc. Et voilà, c'est ça qui est aussi c'est une des richesses que nous apportent également ces historiens, ces chercheurs qui tentent de faire connaître de façon aussi un peu plus large et plus profonde la réalité de l'histoire et du patrimoine et de la profondeur historique de cet espace. Je vous invite vraiment à aller voir leur travail, c'est assez incroyable. C'est encore autre chose qu'au forensique, mais c'est aussi important. Donc, si j'ai bien compris, l'exposition a été créée main dans la main avec différents acteurs palestiniens. Est-ce que vous avez eu besoin ou été confronté à des acteurs israéliens durant la construction de l'exposition? Non. Nous n'avons pas eu à travailler dans ce cas précis avec des opérateurs israéliens. Déjà, je souhaitais vous remercier pour la conférence. Et ensuite, du coup, je suis allée voir l'exposition et la question que je me posais, c'était quelle a été votre intention dans la construction de l'espace, autant spatial que sonore, de cette exposition qui comporte du coup uniquement 2 salles, donc j'imagine complexe. Hein. Ouais. Alors merci pour votre question. Alors, donc l'espace d'exposition, il fait environ 600 mètres carrés et il est effectivement sur 2 plateaux. Et le premier plateau, on arrive effectivement, c'est là où on découvre toutes les œuvres archéologiques. Donc on a voulu un plateau très ouvert parce que on avait quand même juste une centaine de pièces. On voulait donc du coup qu'on embrasse
complètement les collections qui étaient disponibles d'un seul coup d'œil. En même temps, ce qu'on voulait, c'est aussi retraduire c'est une réalité du territoire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le cohabite, parce qu'il y a ces strates d'histoire, en fait. Donc quand vous fouillez un site comme Antédon de Palestine, quand vous creusez, vous avez la période romaine, vous avez la période hellénistique. Donc on voulait avoir un peu cette sensation, justement, de ne pas cloisonner les espaces pour parler que d'un seul territoire et dans sa réalité, c'est-à-dire que ce territoire a hébergé tout ça. Donc on voulait quelque chose d'assez ouvert. Et après, nous, ce qu'on avait, dans les échanges qu'on a eus avec Elias et Youssef Anastase, on avait envie que l'exposition aussi traduise un peu l'histoire des pièces et travailler sur l'histoire de transit et de stockage. Voilà. Et en fait, ils se sont saisis de tout ça pour nous proposer quelque chose d'assez audacieux, c'est-à-dire une scénographie sans aucune simèse. Donc ça correspondait avec ce qu'on voulait, une scénographie ouverte. Après, c'est vrai qu'on dit ouverte, généralement, c'est rare qu'un scénographe ne propose aucune simèse. C'est rare. Donc une scénographie complètement ouverte et sur lequel, effectivement, se déployaient des chariots. Donc c'est des designers, donc c'est vraiment, ils ont dessiné les chariots vraiment pour l'exposition. C'est quasiment des œuvres elles-mêmes qui ont été mises en place. Et tout est sur roulette. Alors, je vous rassure, les assurances d'exposition sur des œuvres de cette valeur-là, d'autant plus devenues rares aujourd'hui, du fait des destructions des collections, les roulettes ne fonctionnent pas. Mais en fait, on a justement ce grand déploiement qui a été mis en place pour avoir cette idée de mobilité. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on était plutôt effectivement sur la question du stockage, et eux, ce qu'ils ont apporté en plus, c'est qu'en fait, eux, ils les ont bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas en stockage, parce qu'elles sont déjà plus dans des caisses puisqu'elles sont visibles, mais elles ne peuvent pas être exposées normalement. Et donc toute la scénographie s'est construite sur ça. C'est-à-dire, en fait, ces œuvres, ce ne sont pas des œuvres de musée. Parce que des œuvres de musée, ça voudrait dire en fait qu'il y a un territoire, il y a un musée, il y a une organisation, il y a un directeur du musée, ce qui n'existe pas. Et donc en fait, eux, ils ont travaillé sur ça. Ces œuvres, elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce qu'elles sont en exil, elles sont en transit. Et en plus, elles sont bloquées parce qu'on leur refuse leur statut d'œuvre muséographique. Donc en fait, ce qu'elles sont, c'est qu'elles sont des témoins, mais des témoins qui peuvent témoigner que quand on les montre. Parce qu'une fois qu'elles sont en caisse, en fait, elles témoignent de plus rien. Et donc, c'est ça, ils ont dessiné un mobilier qui correspond plus ou moins au mobilier que nous, on utilise, alors, quand même plus beau, quand on sort des caisses et qu'on transvase dans les salles d'exposition. Voilà. Et donc, la scénographie, c'est comme si elle s'était arrêtée à ce moment-là. Et donc, du coup, ça a tout induit. Donc, moi, j'ai retravaillé le parcours comme ça. C'est-à-dire que, du coup, comme il n'y avait plus de simèse, il fallait que ce soit très, très ouvert. Il fallait redéployer pour que, effectivement, on ait une double histoire. C'est-à-dire que, donc, vous verrez, il y a deux signalétiques dans l'exposition. Il y a une signalétique qui est toujours sur ces objets de métal, certains qui sont posés sur les murs. Et ça raconte l'histoire des fouilles archéologiques, où sont les sites, ça raconte pourquoi les objets sont bloqués, etc. Et après, il y a une signalétique qui est plus exposition, qui est comme des grandes pages qui sont sur les simèses, et là où on a toute la chronologie qui se déploie, comme ça on l'embrasse d'un coup, donc on fait le grand tour de la salle et on part de l'âge du bronze jusqu'à la période ottomane qui correspond aux œuvres. Et là, effectivement, on a plutôt l'entrée sur la découverte de cette histoire avec des textes introductifs de l'histoire. Et donc voilà, on est parti en fait de ce qu'ils ont fait de notre première idée, et c'est de leur création, en fait, de leur regard sur effectivement le statut de ces œuvres, pour après construire toute le parcours de l'exposition. Et en fait, ça nous a aidé aussi pour faire la deuxième partie de l'exposition qui a été en co-construction. En fait, c'était un peu compliqué. Et là, les roulettes fonctionnent. Donc là, on a un mobilier, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, dans la didactique. Il y a beaucoup de cartes, il y a des photos, on voit les avant, après, on découvre le patrimoine historique, il y a des photos. Et là, les roulettes, elles fonctionnent parce qu'en fait, on peut tout pousser et on peut tout organiser comme une agora. Et donc, à l'intérieur de cet espace-là, on fait venir des membres du programme Sawa Sawa qui ont pu quitter Gaza pour venir parler de leur expérience. On fait venir des archéologues pour parler également
là, prochainement, on a justement toute une série de poètes qui vont venir pour lire. Donc, comme si cet espace-là redevenait un espace qui dépassait en fait l'objet qui sont l'objet d'expo, c'est-à-dire le patrimoine en haut, pour aussi en faire un espace où on peut échanger et pourquoi pas réfléchir. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que cette histoire de roulette, tout d'un coup, ça nous a fait passer dans un autre niveau. On a dit, en fait, les roulettes, elles vont rouler en bas. Et en fait, on va travailler avec nos collègues de la direction des actions culturelles. On fait des séances de projection de cinéma, puisqu'on a une salle de cinéma dans laquelle on a une petite projection où on voit des reproductions 3D des monuments. Parce que si vous allez à l'exposition, vous allez voir des magnifiques œuvres. Sincèrement, il y a des chefs-d'œuvre. Mais c'est vrai que c'est 100 pièces, il y en a certains qui sont tout petits, c'est ça l'archéologie, c'est ça l'histoire, qui se construit aussi avec des milliers de petits bouts qu'on remet comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est ce que je disais, c'est des grands sites. Donc, et ça, c'est important, et ça, c'est l'archéologie aujourd'hui. La nouvelle archéologie, c'est une archéologie aussi qui modélise, et c'est une archéologie du coup, qui fait des élévations 3D. Alors, vous le savez, maintenant, c'est plus nouveau, on voit ça maintenant depuis quasiment 2015-2016. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui permet d'apporter de l'information et de voir aussi ce que c'est une réalité. C'est-à-dire que quand je vous parle de 650 mètres carrés de mosaïque au sol, en fait, 654 mètres carrés, vous voyez, en fait, c'est la taille du bâtiment. Donc ça nous a permis de mettre ça. Donc il y a une salle de projection où, en temps continu, on montre ces projections 3D sur le site de Saint-Hilarion et sur le site de Jabalia. On va bientôt avoir en plus le cimetière romain qui va arriver parce que les archéologues continuent à travailler. Et c'est un espace auquel aussi on est amené à faire des projections de films, à donner des cartes blanches. On a Mohamed Bourissa qui est venu faire une carte blanche, qui a fait chanter les Gazabeurs. Voilà, on essaye aussi d'avoir cette activité-là et d'activer, on va dire, l'exposition grâce finalement à la mise en scène et à la scénographie qui s'est dessinée quand on a construit le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai une autre question qui m'est venue en vous entendant parler. Comment s'est faite cette sélection justement des 100 artefacts, puisqu'il y en avait plus de 500 si j'ai bien compris? Alors, il y a 509 pièces exactement, et on en présente un peu plus d'une centaine. Alors, il y avait 44 pièces qui étaient disponibles, puisqu'elles étaient justement sorties par le musée d'art et d'histoire de Genève. Donc déjà, on était sûr de partir avec cette base-là, sur ces 44 pièces. Et à partir de là, moi j'ai travaillé sur les croisements entre les sites et entre les périodes historiques. Donc en fait, j'ai fait une sélection d'environ 120 pièces qui pouvaient correspondre. Ensuite, j'ai appelé les archéologues, et notamment Jean-Baptiste Imbert, que je connais depuis très longtemps, et pour qui j'ai j'allais dire un amour profond, mais c'est pas loin, mais pour un père c'est compliqué, mais en tout cas pour qui j'ai énormément de respect, qui très gentiment en fait a tout de suite répondu présent et a croisé du coup la sélection pour être sûr que j'étais pas passée à côté de quelque chose. À partir du moment où on s'est complètement mis d'accord sur la sélection de pièces, on est rentré en discussion avec le musée d'art et d'histoire de Genève, puisque, comme je vous disais, ces pièces elles sont stockées dans un port franc. Et alors, récupérer des œuvres dans un port franc, c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est des caisses qui sont gerbées, ce qui est relativement rare, mais c'est le cas pour ces œuvres d'art. Donc gerbées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être les unes sur les autres. On ne va pas parler de conservation préventive, mais c'est... voilà. Donc en fait, les accès peuvent être compliqués. C'est-à-dire que si vous voulez la caisse du fond qui est en dessous de ça, ça peut devenir quelque chose qui est très compliqué et financièrement très coûteux, puisque ce projet s'est fait sans aucun budget sur compétence de l'Institut du Monde Arabe en fin d'année budgétaire. Donc bon, je vous le dis parce que c'est malheureusement des choses auxquelles il a fallu se confronter. Et c'est à partir de là où on a travaillé main dans la main avec le musée d'art et d'histoire de Genève, qui du coup a mis son personnel, et notamment Béatrice Blandin, que je salue, qui a en fait a mis en place une équipe pour nous aider, pour qu'on puisse avoir le maximum d'œuvres que nous avions sélectionnées. Donc finalement, en fait,
on a réussi à trouver des solutions et techniques avec des soutiens sur place et aussi en minimisant les coûts pour avoir quasiment 98% des pièces que nous avions demandées. Le reste, les deux échecs, en fait, finalement, ça a été des problèmes, un de conservation, puisqu'en fait, c'est des amphores qui avaient été sélectionnés qui se sont retrouvés finalement très endommagés. Sur les 3, nous avons dû les faire changer et finalement, on en a fait même venir une que nous avons restaurée sur place. Mais avec les délais et les problématiques de conservation, c'était trop dangereux d'en faire circuler, donc on a changé. Et ensuite, une merveille en ivoire, mais en fait, quand elles sont arrivées en Europe, qu'en fait, c'est des matières animales, donc vous êtes aussi obligé de les déclarer en douane. On appelle ça faire des CITES. Voilà. Et en fait, les déclarations de douane en 2007, quand elles arrivent, non, en 2000, parce que celle-là, elle venait de l'Institut du monde arabe. Donc en 2000, ce n'était pas les déclarations d'aujourd'hui. Et donc on était incapable de pouvoir donner l'intégralité en fait, des connaissances sur les natures de l'os. Alors il y a de grandes chances que ce soit en fait bovin et autres, mais en fait vous ne pouvez pas dire pour l'interrogation, ça ne marche pas avec les douanes. Donc du coup ça a entraîné toute une complexité parce que ça veut dire qu'il fallait passer en laboratoire, il fallait venir voir des spécialistes et en fait les délais étaient trop compliqués. Donc il y a eu notamment 2 pièces, mais une incroyable, qui était minuscule, mais c'est juste un manche de cuillère qui est tout en ivoire ciselé, qui représente une prêtresse qui donne un trésor, pour lequel effectivement tout avait été mis en œuvre, on l'a sorti, on l'a regardé, on a pris la photo, mais on n'a pas pu la faire venir parce qu'effectivement on avait ce décalage en fait et cette impossibilité parce que cette collection, même s'il y a un travail incroyable qui est fait, en fait, reste une collection qui est un peu en sursis. Donc en fait, c'est des opérations bien spécifiques. Pour vous donner une idée, moi j'avais déjà travaillé sur cette collection en 2016 pour l'exposition Chrétien d'Orient. On avait essayé de faire venir les pièces, puisqu'il y a le patrimoine le plus impressionnant, c'est le patrimoine byzantin. Il faut imaginer qu'il n'y a pas de marbre à Gaza et vous trouvez des portiques de marbre partout. Voilà. Donc vous avez une idée, déjà de la richesse de la ville, deuxièmement de l'ampleur des monuments. Et en fait, on n'avait pas pu la faire venir parce que à ce moment-là, il y avait une négociation pour les faire rentrer. Je crois que je l'ai dit, je vous en ai parlé, il y a eu plusieurs tentatives de les rapatrier, ces œuvres, et la dernière c'était en juillet 2023. Vous voyez ? Et en 2017, donc il y avait des possibilités de rapatrier ces œuvres, et donc du coup, finalement, les négociations n'avaient pas abouti. On n'avait pas pu faire venir les œuvres parce qu'ils ne voulaient pas en fait qu'il y ait le risque qu'il y ait une quinzaine d'œuvres qui se retrouvent ailleurs. Et à l'époque, pour travailler sur la collection, j'avais eu les listes, et c'était des listes de colisage. Donc les listes de colisage, en fait, c'est des entrées Excel avec des tailles et des mots. Mosaïque 1, mosaïque 2, amphore 3, 2B. Voilà, c'était ça. Donc entre 2016 et 2023, le travail qui a été fait, c'est documenter quasiment toutes les pièces, prendre en photo une partie, pouvoir faire qu'on puisse faire l'exposition. Et ça, effectivement, c'est le musée d'art et d'histoire de Genève qui a mis ça en place. Mais voilà, ça part de tellement loin pour remettre les choses à jour que, effectivement, il y a des travaux de restauration qu'il faut encore faire. Ça va se faire, c'est sûr, vu que maintenant, de toute façon, on est en phase d'un patrimoine en sursis. C'est des pièces qui sont incroyables. Je dirais. Tellement de pièces qui ont disparu qu'on est en face quand même de témoins qui prennent de la valeur, en fait. C'est terrible de le dire comme ça, mais donc il va y avoir ce travail-là, mais c'est vrai que il y a eu énormément de travail. Et en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire pour aussi que cette collection soit connue, soit visible, soit documentée, soit publiée, parce que tout ça, c'est faire connaître, mais c'est aussi c'est protéger. On n'en a pas parlé, mais le marché noir a été une catastrophe. Il est sûrement encore, en fait, dans toute la région et encore plus dans la bande de Gaza. Donc, en fait, ce travail-là aussi, c'est de la sauvegarde pour donner des références, pour pouvoir aussi après revoir des pièces,
documenter, diffuser, faire connaître, ça fait du bien au cerveau, mais en plus ça protège les choses. Voilà. Donc c'est un travail incroyable qu'a fait le musée d'art et d'histoire de Genève. François, merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez dit que vous n'avez plus accès, ou du moins il n'y a plus d'images satellites, ou alors que vous ne pouvez plus les exploiter. Est-ce que ça a des liens avec le fait que les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO ou pas? Et est-ce que le fait que les États-Unis se soient retirés de l'UNESCO, ça a joué un rôle, que ce soit par rapport aux satellites, à la conservation des œuvres, etc. Alors je ne crois pas que ce soit en lien. Voilà, c'est plutôt d'un ordre d'accès. C'était pas forcément, l'UNESCO avait accès à des ressources satellitaires en fait. C'est pas l'UNESCO qui fournit ses propres images satellitaires, donc ça n'a pas forcément à voir. C'est plutôt aujourd'hui des politiques générales sur un territoire de guerre en fait, dans lequel l'information est compliquée. Voilà. Donc en fait, couper les informations est de plus en plus compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis parce que je n'utilise pas les images satellitaires. Voilà, c'est des collègues notamment qui me disent que voilà, en fait, ils n'ont plus assez d'éléments et ils n'arrivent pas par rapport à ce qu'ils ont pu avoir, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Voilà. Après, le retrait des États-Unis de l'UNESCO, c'est plutôt n'a pas forcément, je pense et je crois vraiment d'impact par rapport effectivement au traitement de la question du patrimoine sur Gaza. Je pense que là c'est plutôt une question organisationnelle pour l'UNESCO qui s'y est préparée. Je crois que ça n'a pas été une surprise pour eux, puis c'est pas la première fois. Après effectivement pour le coup c'est plutôt des contraintes on va dire financières incroyables pour une institution dont on a besoin. On sort de la reconstruction de Mossoul. Heureusement qu'il y a encore des institutions internationales qui arrivent à mettre en œuvre des chantiers colossaux parce que c'est exactement les mêmes questions qui vont se poser, voire même en inédit pour justement la bande de Gaza. Bonsoir. Je me suis posé la question. Vous avez parlé de 8 à 12 couches archéologiques et je me suis posé la question donc si avec les bombardements israéliens qui sont quand même d'un calibre et d'une ampleur considérable, si ces sites sont en fait dans leur profondeur aussi détruits, ou s'il y a une chance de préservation. Alors ça fait vraiment partie des questions qui sont posées depuis quasiment le début des bombardements. Comme il y a des sites qui sont vraiment dans Gaza ville, qui est quand même l'espace qui a été le plus bombardé, et voilà. Donc en plus des sites où effectivement déjà un Gaza ville, plus après Antédon et Maïomas. La question que se posent aujourd'hui les archéologues et notamment l'UNESCO, c'est effectivement l'impact qu'ont pu avoir donc les bombardements, les bombes en profondeur. Voilà. Les questions qui se posent aussi, c'est que les chiffres qui sont annoncés, c'est qu'en règle générale, il y a 20% en fait, des charges explosives qui n'explosent pas. Donc en plus, c'est des espaces qui sont très dangereux. Donc si demain des équipes sont amenées à faire des évaluations, il y aura le problème sur des gravats, et deuxièmement après le problème de la sécurisation, et troisièmement en fait l'évaluation au niveau des couches profondes des atteintes qu'il y a pu y avoir effectivement à ce patrimoine, et en plus un patrimoine pour beaucoup qui n'est pas connu. Voilà, parce qu'en fait, en plus, il y a un site qui a été fouillé, mais juste en partie, donc le site d'Antédon de Palestine. C'est donc un site archéologique qui est beaucoup plus grand que ce qui a été fouillé, qui est vraiment en fait dans le quartier de Blaquier, sur lequel en fait s'était déployé depuis 1949 le camp de réfugiés à Châty. Donc c'est une zone de bombardement intense, sur lequel en plus il y avait énormément de tunnels, donc les espaces étaient déjà en plus fragilisés.
Donc là, ça fait partie des questions qui ne trouveront réponse qu'à partir du moment où il y aura différentes actions internationales. Et d'abord la fin du conflit, et après voilà, différentes actions pour permettre après cet audit. Mais ça fait partie des vrais points d'interrogation et des grandes inquiétudes, en tout cas des archéologues, parce que voilà, il n'y a pas que les couches, il n'y a pas que les couches visibles qui sont pendant les villes ottomanes et mamelouks qui ont été touchées, certainement, c'est quasiment sûr. Je me permets de poser du coup une dernière question quand même. Vous parliez tout à l'heure d'un objet merveilleux que vous avez trouvé dans les caisses du musée d'histoire de Genève. Et du coup, ça m'amène un peu à me poser la question, y aurait-il des pièces, une ou plusieurs en particulier, qui vous a vraiment plu? Oui, il y en a plein. Voilà. Et en plus, il y en a plusieurs qu'on montre. En plus. Vous avez de la chance, venez nous voir. La masterpiece, vraiment, en tout cas moi, ce que je considère comme une des plus belles pièces de l'exposition, c'est une statuette en fait qui fait 45 cm de haut, qui est tout en marbre. Et donc, comme bien souvent en fait, à Gaza, il y a plein d'interrogations. Donc c'est une déesse, mais on ne sait pas trop si c'est Hécate ou si c'est Aphrodite. Voilà. Donc, Hécate, c'est une des 3 déesses de la nuit. Par contre, ça peut être l'une ou l'autre, puisqu'elles avaient des temples à Gaza. Il y avait beaucoup de temples à Gaza. Il y avait Zeus, il y avait Hercule, il y avait tous les dieux de l'Olympe qui avaient leur temple. Donc on savait qu'il y avait un temple pour Aphrodite, on savait qu'il y avait un temple pour Hécate, qu'elles étaient, en fait, on va dire, particulièrement aimées de la population gazéenne de l'époque. Et donc en fait, c'est une statue votive. Donc c'est-à-dire qu'elle était dans une niche, donc présentée pour qu'il y ait des dévotions. Donc elle date certainement de la fin de la période hellénistique. Donc déjà, quand vous la voyez, elle est magnifique. Elle a un léger déhanché, elle regarde pensive un peu loin. Puis il y a une petite main sur sa hanche. En fait, c'est un enfant pan qui a disparu. On voit ces petits sabots qui sont restés là. La pièce de marbre est incroyable. La toge montre sa transparence. C'était un artiste assez incroyable qui l'a taillée. Donc déjà, la pièce est splendide. Et en plus, donc au-delà du fait qu'elle représente toutes ces déesses du renouveau, de la renaissance, de la fertilité, de l'espoir, qui forcément résonnent particulièrement. En fait, cette pièce, elle raconte plein de choses aussi sur l'archéologie à Gaza. Parce qu'en fait, cette pièce, elle a disparu et elle a sûrement été jetée à la mer. Et elle a certainement été jetée à la mer, en fait, au tournant de 402. Bon, il faut imaginer que là, c'est l'Empire byzantin. Et donc, en fait, on est dans une grande christianisation de tout l'espace. Et en fait, le monothéisme, chrétien et même juif, en fait, était pas loin. En fait, est arrivé par les ports. Le juif, non, il n'est pas arrivé par les ports. Il est dans la région, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va dire le christianisme est arrivé par les ports. Et donc, dans les zones autour de Gaza, on a des communautés monothéistes qui se mettent en place. Mais Gaza, sur son promontoire, elle reste païenne. Tout l'espace va devenir chrétien, et cette ville, qui est très riche, va continuer à avoir un peu son indépendance, on va dire même religieuse. Et avec cette christianisation forcée, en fait, en 402, il y a quelqu'un qui décide que c'est plus possible, il s'appelle Porphyre, il va devenir Saint Porphyre. Et il va plaider sa cause auprès d'Eudoxie, l'impératrice à Byzance, qui lui dit « Tu as raison, cette cité païenne ne peut plus rester païenne. » Et donc, en fait, Gaza et ses temples vont être détruits. Ils vont être détruits. Voilà. Des divinités qui sont considérées comme des idoles vont être ensevelies, jetées à la mer. Et ça, c'est aussi quelque chose d'autre, c'est qu'en fait, la mer en face de Gaza, c'est aussi un des plus grands champs archéologiques que l'on ne connaît pas. Et si vous regardez un peu, vous tapez sur Internet, vous allez voir, il y a des découvertes régulièrement.
qui arrivent jusqu'à nous. Alors vous imaginez toutes celles qui ont disparu et qui sont passées sur le marché noir. Et il y en a même qui ont été découvertes, qui ont été documentées, qui ont disparu. Donc ça vous donne un peu l'idée. Et ça raconte un peu, en fait, l'émerveillement de la voir, cette œuvre. Parce qu'elle a été jetée à la mer, et on le sait d'autant plus que déjà, elle a dû passer entre 1500 ans et 1700 ans dans l'eau, que les concrétions se sont complètement intégrées, en fait, dans son dos, font partie littéralement de son histoire, et qu'elle a été repêchée par un pêcheur en face de Blaquier, justement, voilà, en 2013. Et que pourquoi ce pêcheur, à ce moment-là, s'est dit, en fait, cette œuvre, je vais la confier à des gens qui vont en prendre soin. Ça, c'est le premier mystère. En fait, il a eu la riche idée de le faire. Et donc, il a confié en fait, à un collectionneur particulier qui s'appelle Jardin Talcoudari, dont je n'ai pas encore parlé. Parce que, en fait, l'archéologie à Gaza, ça a été aussi une histoire d'engagement de certaines personnes. Parce que, justement, il n'y avait pas assez d'argent. Et donc, il y a 5-6 personnes qui sont mises en place, qui ont travaillé aussi avec les BAF et avec les archéologues pour lutter contre ce trafic, en fait, qui était juste en train de faire disparaître toutes ces merveilles. Et donc en fait, c'est lui qui reçoit l'œuvre, qui la prend, qui la donne à l'EBAF, elle est étudiée, elle est documentée. Et en 2007, elle est choisie en fait pour représenter les ambitions de l'archéologie à Gaza et donc être présentée au musée archéologique de Genève. Et en fait, c'est ça qui va la sauver une deuxième fois. En fait. Parce qu'il y a eu cette décision-là, cet exil, ces caisses. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois qu'elle est arrivée, c'est parce qu'elle est splendide, donc elle vous arrache le cœur de beauté. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'à chaque fois, en fait, l'archéologie et l'histoire, c'est à chaque fois une petite action humaine sur des milliers d'années. Et ce qu'elle raconte, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, que malgré tout, et malgré les destructions, et malgré les volontés, et malgré les difficultés, il y a toujours un moment en choix qui permet que l'histoire ne s'efface pas. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette pièce. Merci Elodie Bouffard et merci à toutes et tous d'être venus ce soir. Vous pouvez encore visiter l'exposition à l'Institut du monde arabe de Paris jusqu'au 2 novembre. Merci beaucoup.